Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la conduite à tenir devant une fièvre chez l'enfant dans le cadre des travaux dirigés du module de pédiatrie destiné aux étudiants de 5e année médecine. Il s'agit d'un TD, donc le but ce n'est pas de refaire le cours théorique, mais de voir ensemble la démarche pratique. C'est le motif le plus fréquent de consultation en pédiatrie, d'où vraiment l'importance de bien connaître les principes de base. On va le faire sous forme de cas clinique. Vous allez le voir qui est vraiment très simple. Le but, c'est beaucoup plus d'apprendre la démarche et le raisonnement, se mettre en situation réelle et savoir comment réagir. Alors, vous êtes de garde aux urgences. On vous ramène le petit Ryan. Il a 2 ans et demi. Donc, les parents sont inquiets parce qu'ils ont senti qu'il était fébrile. Ils ont pris la température. Ils ont trouvé un 39,5. Quelles questions posez-vous aux parents? 4 points importants à rechercher. Les antécédents de l'enfant, est-ce qu'il présente une pathologie particulière? Deuxièmement, quand est-ce que ça a commencé? La date du début de la fièvre. Est-ce qu'il existe des signes associés? Il faudra les rechercher et les faire décrire par les parents. Est-ce qu'il a pris un traitement particulier, que ce soit un traitement pour la fièvre ou bien pour une pathologie particulière? Les réponses à ces questions vont nous permettre de définir la notion de terrain à risque, qui est vraiment très important parce que ça va déterminer après notre démarche pratique. Alors ça, c'est à connaître. Les terrains à risque en cas de fièvre sont les suivants. Vous avez l'âge de l'enfant, que ce soit un nouveau-né ou bien un âge inférieur à 6 semaines, l'existence d'une pathologie à risque connue comme la drépanocytose, l'immunosuppression ou bien si l'enfant porte un cathéter central, une maladie chronique pulmonaire ou rénale ou bien une maladie systémique, et enfin, capacité de surveillance limitée de l'entourage. Ce dernier point, nous allons voir ensemble après pourquoi c'est vraiment important. Alors, les parents vous disent que Ryan n'a aucun antécédent particulier et il est bien portant jusque-là. La fièvre, elle a commencé 6 heures avant qu'il consulte et elle est associée à une toux grasse modérée qui a commencé le même jour. Ils ne lui ont donné aucun traitement. Que recherchez-vous à l'examen clinique? Tout d'abord, vous allez authentifier cette fièvre. Vous allez également rechercher les signes de gravité et rechercher bien sûr des signes en faveur d'une étiologie qui va expliquer la fièvre. On va commencer par authentifier la fièvre. La méthode de référence, c'est le thermomètre électronique flexible par voie rectale. En pratique quotidienne, on peut utiliser d'autres méthodes qui sont certes moins précises que la prise de température par voie rectale, mais qui restent intéressantes parce qu'elles peuvent éviter le stress, voire le refus de l'enfant. Parfois, quand l'enfant est grand, il va refuser la voie rectale. Vous avez la voie buccale ou axillaire avec le thermomètre électronique. L'inconvénient, c'est que le temps de prise est assez lent et qu'on peut avoir une sous-estimation de la température. Vous le savez, en axillaire, il faut toujours rajouter 0,5 à la température qu'on a trouvée. La voie buccale, on peut l'utiliser qu'à partir de 5 ans. Pourquoi? Parce qu'il faut placer soigneusement le thermomètre sous la langue de l'enfant et il faut qu'il maintienne sa bouche fermée pendant au moins 1 minute. Le thermomètre infrarouge auriculaire, on l'utilise chez l'enfant de plus de 2 ans, ou bien la méthode donc temporale, qui ont l'avantage d'un temps de prise qui est vraiment très rapide. Il faut savoir que chez le nouveau-né, la prise accélère de la température est comparable à la mesure rectale. Donc si on récapitule, la méthode recommandée de premier choix, de la naissance à 2 ans, c'est la rectale, de 2 ans à 5 ans, c'est la même chose. À partir de 5 ans, on peut utiliser la buccale, on a expliqué pourquoi. En deuxième intention, vous avez les aisselles et l'oreille à partir de 2 ans. L'authentification va nous permettre de poser le diagnostic positif. Tout ce qu'on est en train de faire, c'est de compléter notre démarche. Reconnaître la fièvre, éliminer ce qui n'est pas fièvre, rechercher les signes de gravité, rechercher l'étiologie et prendre en charge l'enfant. Donc l'authentifier, on a expliqué comment le faire. Si on trouve une température qui est supérieure ou égale à 38, l'idéal c'est sans activité physique intense et que l'enfant soit normalement couvert, là on va parler d'une fièvre. Maintenant, est-ce qu'il s'agit d'une fièvre aiguë ou bien d'une fièvre prolongée? C'est la durée d'évolution
qu'on a définies tout à l'heure en posant la question aux parents. On parle d'une fièvre prolongée à partir de 5 jours chez le nourrisson et à partir de 7 jours chez l'enfant. Donc le diagnostic différentiel en matière de fièvre ne pose pas vraiment problème. On a un seul qui est important à connaître, c'est la thermopathomémie. C'est la prise de température qui est falsifiée, ou bien les parents vont vous mentir en disant qu'ils ont trouvé telle ou telle température. C'est facile à éliminer. Qu'est-ce qu'on fait? On assiste à la prise de température, ou bien on le fait nous-mêmes. Ça se voit surtout dans le syndrome de Munchausen par procuration. Deuxième point, on est toujours dans l'examen clinique. Là, il faudra rechercher les signes de gravité. Vous avez deux points importants. Vous avez les signes de défaillance vitale et vous avez des signes qui sont en faveur d'une étiologie sévère. Là aussi, il faudra vraiment les connaître. D'un côté, on a les signes de défaillance vitale, neurologique, respiratoire ou hémodynamique. Neurologique, les troubles de la conscience ou bien des troubles du comportement. Vous allez avoir un cri plaintif, un gênement. Respiratoire, c'est la polypnée avec des signes de lutte et un gênement expiratoire. Hémodynamique, c'est les signes de choc, la tachycardie, un temps de recoloration cutanée qui est allongé supérieur à 3 secondes, un pouls filant, des extrémités froides, une coloration pâle, un teint grisâtre, avec une pression artérielle systolique qui est abaissée. Les signes en faveur d'une étiologie sévère, vous avez les signes de détresse respiratoire sévère évoquant une pneumonie ou bien une pleuropneumopathie sévère, les troubles hémodynamiques en faveur d'un sepsis, le purpura fébrile. Vous savez, tout purpura fébrile est une infection à méningocoque jusqu'à preuve du contraire et doit imposer de donner la première dose d'antibiotiques. Un érythème diffus qui pourra nous orienter vers un syndrome toxinique. Une anomalie du tonus ou bien des troubles de la conscience pouvant évoquer une méningite ou bien une méningoencéphalite. Des douleurs cutanées ou bien la mobilisation des membres en faveur d'une infection ostéo-articulaire, et enfin des selles gléro-sanglantes avec douleur et une forte fièvre en rapport avec une éventuelle diarrhée bactérienne. Donc on revient à notre malade. Qu'est-ce que nous avons trouvé à l'examen clinique? Vous avez repris la température et elle est bien à 39,5. Le temps de recoloration cutanée est normal. Vous n'avez pas de marbrure, la vigilance est normale et l'enfant est eupnéique. Votre auscultation cardiaque et pulmonaire sont sans particularité. La nuque est souple, l'abdomen est souple. Vous trouvez une rhinorrhée claire bilatérale et l'examen du pharynx retrouve une muqueuse rouge. Quel est votre diagnostic? Alors, on essaye de récapituler. Il a 2 ans et demi. Il a une fièvre aiguë de quelques heures seulement. Il a une toux grasse vraiment modérée, une rhinorrhée claire avec une muqueuse pharyngée rouge, pas de critères de gravité et le reste de l'examen clinique est sans particularité. Donc là, le diagnostic est vraiment très simple. Il s'agit d'une rhinopharyngite sans complications, sans signe de gravité. Le diagnostic est purement clinique. On n'a pas besoin de réaliser d'examen complémentaire. Alors, faut-il hospitaliser le malade? Dans cette situation, non. La prise en charge est ambulatoire et il n'y a aucune mesure d'isolement spécifique. On va expliquer pourquoi et on va justement parler des indications de l'hospitalisation en cas de fièvre chez l'enfant. Vous avez ici le diagramme de la prise en charge de la fièvre aiguë chez l'enfant. Il est déterminé par 2 points essentiels. D'un côté, vous avez l'âge et de l'autre côté, vous avez l'existence d'un terrain à risque ou bien des signes de gravité. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que ces 2 points sont vraiment importants à connaître. Alors l'âge, vous avez supérieur à 3 mois, inférieur à 3 mois. On va commencer par inférieur à 3 mois. Donc inférieur à 6 semaines, on l'a dit tout à l'heure, c'est un terrain à risque, c'est l'évaluation hospitalière systématiquement. Donc, il a moins de 6 semaines, il fait de la fièvre, donc c'est à l'hôpital. Pourquoi? Parce que vous avez, donc ça inclut, inférieur à 6 semaines, ça inclut le nouveau-né. Et le nouveau-né, vous savez, donc les infections, on est toujours dans le cadre des infections néonatales et vous connaissez la fragilité du nouveau-né. Et aussi, à cet âge-là, parfois une infection potentiellement sévère peut se manifester uniquement par une fièvre, c'est-à-dire sans autres signes. C'est pour ça qu'il faudra vraiment rester très prudent, hospitaliser l'enfant, le mettre en observation, réaliser un bilan et éventuellement traiter en fonction des résultats.
Deuxième cas, donc c'est quand l'enfant est supérieur à 6 semaines. Là, on va rechercher les terrains à risque ou bien des signes de gravité que nous avons détaillés tout à l'heure. S'ils sont là, donc s'il existe un terrain à risque ou bien des signes de gravité, là, il faudra l'hospitaliser. Donc, on rejoint le premier cas. Par contre, donc s'ils sont absents et il n'y a pas de signe de gravité, il n'y a pas de terrain à risque et la fièvre reste isolée et inférieure à 24 heures, là, il faudra juste surveiller, expliquer aux parents et bien sûr, traitement symptomatique, nous allons le voir tout à l'heure. Si la fièvre, elle va persister plus de 48 heures, dans ce cas-là, on va commencer par faire au moins un premier bilan, une bandelette urinaire avec une CRP. Bien sûr, si on trouve initialement un foyer infectieux clinique particulier, là, bien sûr, il faudra le prendre en charge, donc prise en charge spécifique en fonction du foyer. Maintenant, si l'enfant a plus de 3 mois, c'est surtout le terrain à risque et les signes de gravité. Si ils sont présents, donc l'un ou l'autre, c'est une évaluation hospitalière. Si par contre ils sont absents, là c'est en fonction du foyer infectieux clinique. Ce sera une prise en charge spécifique selon le syndrome clinique. Vous pouvez trouver une angine, des oreillons, une varicelle, etc. Vous allez traiter en fonction de l'étiologie. Par contre, si la fièvre reste isolée, là, c'est le délai de 72 heures. Tout à l'heure, on a dit moins de 3 mois, 48 heures. Là, c'est 72 heures. Plus de 72 heures, et elle reste isolée. Là, il faudra au moins commencer par faire un petit bilan, au moins inflammatoire, et voir. Si elle reste inférieure à 72 heures, sans signe de gravité, sans signe associé, là, on va mettre en cours un traitement symptomatique. Donc, on récapitule les indications de l'hospitalisation. Un âge inférieur à 6 semaines, quel que soit, en présence ou non d'un terrain à risque ou signe de gravité. Supérieur à 6 semaines, c'est en présence d'un terrain à risque ou de signes de gravité. Alors, je vous remets la plaque où on a les signes de gravité avec les terrains à risque. Il faudra vraiment les connaître. Donc, signes de défaillance vitale en faveur d'une étiologie sévère et les 4 terrains à risque. Maintenant, quel traitement proposez-vous? Alors, c'est un traitement purement symptomatique. Il n'y a pas d'indication à mettre un traitement antibiotique. Des obstructions rhinopharyngées avec du sérum physiologique et la prise en charge de la fièvre qu'on va détailler tout de suite. Une notion importante à connaître, c'est qu'il n'existe aucun traitement préventif des convulsions fébriles. Les parents peuvent vous mettre la pression, ils ont peur des convulsions, est-ce que vous n'allez pas nous donner un traitement qui va prévenir ces convulsions? Non. Il faudra leur expliquer que éventuellement, même s'il y aura des convulsions fébriles, la bénignité de ce symptôme. Je ne vais pas trop détailler parce que c'est une pathologie à part entière. On va commencer par les mesures simples, non médicamenteuses, qu'on associe toujours. Proposer fréquemment à boire, donc l'enfant doit être bien hydraté, ne pas trop couvrir, ne pas augmenter la température de la pièce. C'est logique. Ce qui est important à connaître, c'est que ce qu'on faisait avant, donc les bains frais pour l'enfant, ne sont plus recommandés parce que l'effet est vraiment modeste et transitoire et que ça ne fait que majorer l'inconfort de l'enfant. Le traitement, donc l'idéal, c'est d'utiliser une monothérapie. Un seul traitement, un seul antipyrétique, les premières 24 heures. Le médicament de choix de première intention, c'est le paracétamol. Il faut retenir ça. En cas de contre-indication, si on ne peut pas faire autrement, on va faire appel aux anti-inflammatoires non stéroïdiens, l'ibuprofène chez l'enfant de plus de 3 mois. Attention, ça c'est vraiment très important, les AINS ne doivent pas être utilisés en cas de varicelle et avec prudence en cas d'infection bactérienne. Il faut retenir ça, c'est important. Maintenant, la posologie. Vous avez le paracétamol, c'est 60 mg par kilo par jour réparti en 4 voire 6 prises, soit 15 mg par kilo toutes les 6 heures. Un délai minimal de 4 heures entre deux prises. Donc, on dit aux parents qu'il faudra donner 15 mg par kilo par prise, donc toutes les 6 heures. Parfois, quand la fièvre ne veut pas baisser, on peut diminuer ce délai à 4 heures. En cas de contre-indication, l'avant dit, c'est l'ibuprofène à la dose de 20 à 30 mg par kilo par jour en 4 prises. Il faut un intervalle de 6 heures entre deux prises. Si vous voyez que l'inconfort va persister au-delà de 24 heures, là, il faudra changer pour l'autre antipyrétique,
C'est-à-dire si vous avez utilisé le paracétamol, vous passez à l'ibuprofène et inversement. Parfois, on peut éventuellement associer. Mais par contre, cette notion d'alternance paracétamol-ibuprofène, elle n'est plus recommandée parce qu'il peut y avoir un risque de surdosage et d'erreur. Attention, il n'est pas recommandé de prescrire l'aspirine en cas de fièvre chez l'enfant. Pourquoi? Parce qu'il existe un risque, certes qui est rare, mais qui est potentiellement mortel, c'est celui du syndrome de Rey, qui est une encéphalopathie aiguë très sévère avec une insuffisance hépatique. Alors, dernière question. Vous avez fait le diagnostic, il s'agit d'une rhinopharyngite sans signe de gravité, il n'y a pas d'indication à hospitaliser, vous avez mis en route un traitement symptomatique et vous avez bien expliqué aux parents. Maintenant, quand est-ce qu'ils doivent reconsulter? Donc là, c'est important, il faudra leur expliquer quand est-ce qu'ils doivent reconsulter. Quelles sont les situations où ils doivent revenir vous voir si le comportement de leur enfant les inquiète. Alors, ils le trouvent très abattu, même quand la température baisse un peu. Il est très somnolent et ne s'intéresse plus à eux. Il est geignard, plaintif, et il semble avoir mal, il ne joue plus et il ne mange plus. Ou bien s'il respire très vite ou difficilement, s'il est très pâle, bleu autour des lèvres, marbré, ou bien si la fièvre, elle dure depuis plus de 5 jours. Donc vous allez leur expliquer tout ça, c'est très important. Et là, je reviens vers un point dont je vous ai parlé tout à l'heure. On a dit dans les terrains à risque, la possibilité limitée donc des parents. Là, c'est par rapport à ça justement, parce que quand on libère l'enfant et on explique aux parents, ces parents, ils doivent être capables de bien le surveiller et être capables aussi de le ramener en cas de souci. Donc, ils doivent se trouver à proximité, d'une structure sanitaire. Ils doivent avoir les moyens de transport nécessaires et ils doivent avoir les capacités de bien le surveiller. Sinon, si vous trouvez qu'ils ne pourront pas faire cela, il faudra le garder, de préférence, le mettre en observation. Quand on est assez tranquille, on peut les libérer par la suite. Donc ça, c'est la dernière plaque. Je vous ai mis juste un petit mot sur la fièvre prolongée. La fièvre prolongée, nous l'avons définie. On a dit 5 jours chez le nourrisson, 7 jours chez l'enfant. Et là, vous avez deux cas. Soit vous avez une orientation d'emblée et vous allez faire vos bilans en fonction de votre orientation, que ce soit des signes localisés en faveur d'une infection particulière, des signes cutanés musculaires, des signes en faveur d'une pathologie tumorale. Les grands chapitres étiologiques, retenez infectieux. Infectieux localisé, c'est tous les foyers de la tête aux pieds. Généralisé, vous avez les généralisés, vous avez bactériens, viral, parasitaires et mycosiques dans un terrain particulier. Dans les bactériens, vous avez les spécifiques comme la tuberculose, la fièvre typhoïde et vous avez les non spécifiques. Dans les parasitaires, retenez la leishmaniose et le paludisme. Donc les virales, vous avez toutes les pathologies virales et le mycosique. Les causes inflammatoires, donc parmi les causes inflammatoires, vous avez les maladies de système. Par exemple, chez l'enfant, vous avez l'AGI, vous avez la maladie de Kawasaki. Et là, chaque pathologie, il faudra bien la connaître et avoir les signes en faveur. Et qu'est-ce qu'il faudra faire comme bilan pour la confirmer. Et enfin, troisième chapitre, vous avez les pathologies tumorales. Dans les tumorales, vous avez les hémopathies, donc essentiellement les leucoses chez l'enfant. Vous allez avoir le syndrome d'insuffisance médulaire et le syndrome tumoral qui va vous orienter vers le diagnostic et vous avez les tumeurs solides. Par contre, si on n'a aucune orientation, dans ce cas-là, c'est une fièvre isolée. On va faire au moins un bilan de première intention, une formule numération sanguine, un bilan inflammatoire, un ECBU, une radiographie du thorax et une écho abdominale. Donc ça, c'est un premier bilan de première ligne en cas de fièvre isolée, sans signe de gravité, sans signe d'orientation vers une étiologie particulière. Et en fonction de ce bilan, on va pouvoir s'orienter par la suite. Donc là, je ne vous ai pas mis les fièvres récurrentes parce que ça relève un peu plus de la spécialité et je pense qu'à votre stade, si vous connaissez déjà la démarche en cas de fièvre aiguë, c'est déjà pas mal. Bien sûr, je reste à votre disposition si vous avez des questions et je vous remercie.